Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 13 octobre de l'an de grâce 2025, au lendemain donc du 12 octobre, jour de l'élection présidentielle au Cameroun. Plus de 8 millions de Camerounais étaient attendus dans les urnes. Ils sont allés donc accomplir leur devoir citoyen. Et aujourd'hui, on décrypte cette journée d'hier avec une femme politique. Elle est une figure emblématique justement de l'UPC. C'est une femme de médias, elle est d'ailleurs pionnière de la presse au Cameroun, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a souvent pris justement l'habitude de recueillir son point de vue concernant les sujets d'actualité. Ce jour encore, dans cette autre émission, l'entretien avec Henriette Ekwe, nous avons le plaisir et le privilège de l'avoir en face de nous. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour Thierry. Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. Ah, ça va très bien. Vous arrivez comment après tout le remous qu'il y a eu hier? J'ai pas dormi de la nuit parce que je suivais le décompte des voix. Oui. Et ça m'a réconforté. Je me suis couché tard, mais heureuse, bien sûr. Heureuse de quoi concrètement? Heureuse de la victoire, sans appel. Ah, pour vous considérez qu'il y a déjà la victoire? Oui, il y a la victoire. On a vu. Parce qu'on a oublié de couper Internet. Donc, tout le Cameroun et le monde entier a suivi le décompte des voix par Internet, ce qui conforte et les gens au Cameroun, mais aussi la diaspora qui a suivi bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont oublié, c'est de nous enlever Internet. Et quand Internet marche, ça veut dire que on a le monde entier qui suit ce qui se passe au Cameroun. Bon, c'est vrai, si on se limite à la diaspora était représentée par près de 34 000, un peu plus de 34 000 électeurs. C'est insignifiant par rapport aux 8 millions d'inscrits, non? Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le monde entier qui a suivi le décompte sur Internet, et ce qui fait que ça a aussi répercuté les éléments, y compris dans les chaînes de télévision et les radios internationales. Il n'y a pas meilleure visibilité qu'Internet. Tout à fait. Donc, c'est la chance qu'on a eue qu'ils aient laissé Internet, ce qui nous a permis de suivre dans la plupart des bureaux de vote. Et de savoir que, par exemple, à Douala, Chiroma était largement en tête de tous les décomptes de la ville de Douala. Voilà. Oui, mais est-ce que les simples résultats publiés sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, qui sont à la portée de pratiquement tout le monde, suffisent juste pour pouvoir dire que Issa Chiroma a gagné? Parce qu'il fallait attendre quand même les PV sortis des 31 000 bureaux de vote, 31 500 et plus bureaux de vote. Absolument. Et c'est au niveau des PV qui vont trafiquer. Sauf que... Ah, qui vont trafiquer? Ils vont certainement trafiquer. Parce que on a d'abord tenté d'introduire le bulletin du président Biya dans les enveloppes. Le président sortant. Et les votants ont démasqué cette fraude-là, qui consistait à préparer des enveloppes pour que quand tu mets ton Chiroma, on le jette et on retient Biya en disant que tu as voté Biya. Voilà. Donc, c'est sûr, il y aura, puisqu'on a même vu des fraudes en direct, des tentatives de fraude, beaucoup. Il y en a d'autres qu'on n'a pas pu saisir. On a parlé des urnes qui étaient dans des maisons individuelles. Ça, c'est la tactique qu'utilise le régime depuis l'avènement du multipartisme. C'est depuis ce temps-là que les mécanismes de fraude ont été huilés et ont été mis en œuvre pour que le président soit toujours gagnant. Le phénomène Issa Chiroma, que je dois féliciter au passage, a été fulgurant. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à faire ses meetings, tout le peuple a choisi Issa. Bien avant la coalition, le peuple a choisi Issa. Et c'est comme ça que Issa n'a pas arrêté de monter. Il n'a pas arrêté de monter. Et pour dire que le peuple camerounais attendait quelqu'un, c'était de l'ordre de ce qu'on a vu en 92 avec le chairman du SDF. Ce qu'on a vu avec Issa a même dépassé
ce qu'on a vu en 1992. Est-ce que vous vous attendiez personnellement à ce que y ait cette forme de montée, c'est-à-dire de prise de conscience citoyenne au niveau justement des Camerounais qui sont épris du changement, c'est-à-dire en faveur de Issa? Est-ce que vous attendiez à cela? Je m'y attendais pas tout à fait. Mais ce que Issa a su faire, d'abord Issa, je l'ai déjà dit, était membre de la coordination, membre fondateur de la coordination des partis de l'opposition en 1990-91. Issa a été l'acteur des villes mortes à Garoua, qui a fait respecter les villes mortes, il a fait imprimer des cartons rouges, etc. Il a bloqué Garoua. Donc, il avait en lui beaucoup d'éléments qui constituaient sa personnalité avant le gouvernement. Voilà. Donc, quand il est entré en scène, d'abord, il avait le langage d'un opposant. Il avait l'humilité, parce que Issa est très humble. Il avait l'humilité pour parler aux gens, pour aller vers les gens. Ce qu'il a fait à Bamenda, ce qu'il a fait partout ailleurs, c'est son comportement qui a été exemplaire comme opposant. Ce que nous avons vécu hier, c'est le signe que ce que les nouveaux opposants disaient, c'est-à-dire Kamto et Cabral, du genre, il faut qu'on forme le peuple, etc. Je disais, mais quel peuple? Vous parlez du peuple camerounais qui a été formé dans le feu de la lutte contre les Allemands, la lutte contre le colonialisme français, et c'est de ce peuple-là que vous parlez comme si c'était des petits badauds sans cervelle. Alors, ce qui a été magistral, c'est que Issa leur a fait voir que la vieille opposition, dont ils se moquaient tous les jours, en disant ils ont échoué, ils n'ont pas pu... Dès l'entrée en scène de Issa, il les a écrasés. Pourquoi? Parce que cette nouvelle opposition n'a que un seul, un dada, c'est-à-dire un de ses loisirs, c'est de parler des lois, les lois, les lois. Mais dans une lutte politique, on démonte aussi les lois. Parce que les lois qu'un dictateur fait sont des lois scélérates. Il faut les fracasser. Voilà la différence entre cette opposition des juristes de 2018 et l'opposition de 1991, qui était une opposition qui disait on veut la conférence nationale pour remettre tout le pays, toutes les institutions à plat. C'était ça notre credo. Et ça a prouvé qu'il avait une culture de l'opposition qui fait que dès qu'il a commencé à communiquer avec des Camerounais sur l'ensemble du territoire, il a été accueilli favorablement. Est-ce que ce serait pas aller très vite en besogne de dire aujourd'hui qu'Issa a écrasé les autres? Parce il a écrasé. On attend les résultats du Conseil constitutionnel. Absolument. Quand même, qui seront, en fait, qui va se prononcer dans les prochains jours. Mais quand même, au niveau des tendances, hein, si on s'en tient juste aux résultats publiés venant des bureaux de vote, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, Issa Chiroma Bakary est largement favorable sur ce qu'on a pu voir. Il a écrasé. Bon, c'est vrai qu'il y a les manipulations également de part et d'autre. Maintenant, on se pose aussi la question de savoir, c'est-à-dire l'opinion, de savoir qu'en est-il de Bello Bouba Magari, qui est son compatriote du Grand Nord. Oui, mais on n'entend pas trop parler dans ces sondages. Mais Bello a senti le vent du boulet, puisqu'il a commencé à dire qu'il faut que Issa s'aligne derrière lui parce que c'est lui l'aîné. Sauf que Bello ne sait pas parler. Bello peut bavarder pendant des heures, vous ne comprenez pas où il va, d'où il vient, tandis que Issa, c'est réglé. Bon, c'est peut-être, ça tient peut-être à sa formation d'ingénieur. Il est rigoureux dans le débat. Et il est rigoureux lorsqu'il se met à émettre des idées. Il sait les ordonner, il sait très bien ce qu'il veut faire. Ce qui n'est pas le cas de Bello. Bello ne sait pas parler, il n'a jamais su parler, il parle un peu, après il se tait. C'est un seigneur. Bon,
Mais Issa aussi est seigneur chez eux là-bas au nord. Donc on va dire certainement que les partisans de Bello ont finalement choisi le bon camp. Ceux de En Bello. allant se l'allier, allant justement plutôt voter pour Issa. Parce que c'est un résultat publié d'un vainqueur Issa dans le fief même de Bello. Oui, ça veut dire que quand Issa a commencé à monter, les gens qui étaient acquis à Bello ont rejoint le camp de Issa et ils ont massivement voté pour Issa. Si bien que finalement, Bello s'est retrouvé tout nu. Tout nu. J'ai vu des endroits où il a fait deux voix. Quand Issa faisait 200 voix. Ça veut dire que les gens ont déserté le camp de Issa, de Bello, pour rejoindre le camp de Issa. Voilà. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'on peut attendre à ce que Issa Chiroma puisse s'autoproclamer vainqueur de cette élection? On a un peu vu ce qui s'est passé en 2018 avec le professeur Maurice Kamto qui avait estimé avoir gagné ces élections. Est-ce qu'il y a une certaine opinion qui se dit Issa devrait justement se prononcer? Est-ce qu'on peut attendre à ce qu'il le fasse avant le Conseil constitutionnel? Le problème. On a vu un déploiement militaire. Ce que le président... Les forces de défense devant son domicile à Garoua, qui a même suscité quelques émeutes avec les populations de ce côté. Ce qu'il y a, c'est que Moulinex a mis tellement d'ardeur à désigner Issa comme le type à abattre. Et il faut rappeler ce qui s'est passé en 92. C'est-à-dire que le chairman fait un raz-de-marée. Le président prend peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des camions de militaires à Bamenda. On met Bamenda en état de siège. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais on met les militaires partout. Et autour de la maison, on met Frundi en résidence surveillée. Pendant plus d'un mois, 1 mois et demi, il est dans la maison, il ne sort pas. Il est encerclé. Et ça fait une mauvaise image. C'est ce qui va se passer certainement dans les jours à venir. C'est ce qu'ils veulent faire. Quand le président, quand le ministre commence à dire « Ah oui, il est allé se cacher là-bas, mais il faut qu'il sache qu'il n'a pas de porte blindée. » Ah bon? Donc vous voulez faire un coup de force? Ça veut dire que peut-être que le président l'envisage pour faire taire Issa Chiroma, mais c'est très maladroit. Parce qu'aujourd'hui, le développement des nouvelles technologies est tel que on a pu avoir le décompte des votes en direct dans nos lits, dans nos chambres. Quand tu as ta connexion, tu suis tout en direct. Donc, le développement des nouvelles technologies est si fort que quand tu vas tenter de faire ce genre d'opération, plus de 30 ans après, tu vas montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que vous avez peur. Et que parce que vous avez peur, vous êtes prêt à tuer le candidat de l'opposition. C'est ça la différence. Parce qu'il s'est avéré tout de suite qu'il y a un duel. Il n'y a plus les 11 candidats, machin. Non. Il y a un duel entre le président sortant et un opposant qui sort de sa maison, c'est-à-dire Issa Chiroma. Et c'est ce duel-là a écrasé le match. Au regard justement du scénario que vous avez décrit tout à l'heure, est-ce qu'on peut attendre un contentieux post-électoral? Est-ce qu'on s'achemine vers là? Certainement. C'est-à-dire cette hypothèse où, alors ce scénario où le Conseil constitutionnel va déclarer le président sortant vainqueur, un peu comme en 2018, et on va se retrouver au contentieux post-électoral avec un certain Issa qui aurait été déclaré deuxième, et ce sont justement, c'est les preuves qui feront foi à ce niveau-là pour pouvoir défendre oui, les preuves feront foi, sauf que le peuple camerounais n'est pas idiot. Le peuple camerounais est sorti massivement pour aller voter Issa Chiroma. Et j'ai eu des informations de tout le Mungo, de Nkonsamba à Pongo, à Dibombari, Bomono. Pourquoi? Parce que tout le monde est sorti. Et
l'information, c'était que sur tout le Mungu, le RDPC a été battu. C'est-à-dire le candidat du RDPC. Donc, ça veut dire que tout le monde a vu ça. Les gens ont envoyé des images, des dépouillements. Et ces choses-là font foi. Ce ne sont pas des gens qui sont allés se cacher quelque part et puis ça, on a montré aux yeux du monde que Issa a écrasé le match. Et si Issa a écrasé le match, maintenant, les tripatouillages qui vont être faits, c'est de la haute responsabilité du Conseil constitutionnel qui va proclamer les lois d'entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire, c'est dire que ça suffit, 43 ans, ça suffit. Et nous avons un candidat qui a vaincu. Nous allons entrer dans l'histoire avec le peuple camerounais qui est sorti pour voter massivement Issa Chirouma. Alors, si le Conseil constitutionnel choisit de finir dans la poubelle de l'histoire, qu'il essaye de tenter. Mais quand on sortira de cet épisode-là, ils auront du mal à regarder leurs enfants dans les yeux ou de leurs descendants si ce sont leurs petits-enfants. Vu la posture justement des membres de ce Conseil constitutionnel aujourd'hui qui sont nommés par le président de la République, qui est et il va donner beaucoup d'argent. Est-ce qu'il serait évident que c'est-à-dire le président s'avise à aller quelqu'un d'autre, selon vous? Parce que il y a une certaine observation qui fait croire justement, qui laisse croire que puisque il a été nommé par le président, il faudrait justement qu'il retourne l'ascenseur. On a vu également ça n'a rien à voir, oui. C'est une institution républicaine. Il faut qu'ils sauvent leur âme, si on peut parler comme les chrétiens. Parce que l'histoire va retenir, comme on a retenu en 92, que Frundi a gagné, mais on a proclamé Biya vainqueur. Et s'ils rééditent ça plus de 30 ans après, là, ils vont finir dans les poubelles de l'histoire. Et je dois dire, je donne un exemple. En l'an 2000, il y a une élection au Sénégal où il y a Abdoulaye Wade et le président sortant, c'est-à-dire Abdou Diouf. D'abord, Abdou Diouf est plus jeune que Biya. Abdou Diouf vient de fêter ses 90 ans. Il est né en 35. Biya est né en 33. Donc, il y a 25 ans que cela s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un organe national qui est chargé des élections. Il s'appelle l'ONEL. Et celui qui est le président de l'ONEL, c'est le chef d'état-major des armées. L'ONEL pour le Cameroun? Oui. Non, au Sénégal. Au Sénégal, l'ONEL, on a copié ce nom-là. On a copié juste, ok. Voilà. Et le matin, quand le président Abdou Diouf appelle le patron de l'ONEL, le patron de l'ONEL lui dit, président, on a perdu. Abdoulaye Wade est vainqueur. C'est dû à quoi? Les portables sont entrés dans la danse. C'est-à-dire qu'on n'attend plus qu'un camion prenne la route pour venir amener les urnes. Non. C'est par les portables. Chacun a des portables, y compris l'opposition. Donc, les informations ont été vite centralisées à Dakar. Donc, le matin, quand le président Abdou Diouf appelle le patron de l'ONEL, il lui demande quelle est la situation. Il lui dit, patron, vous avez perdu l'élection et c'est Wade qui a gagné. Il dit, ok, je prends acte. Et 30 minutes après, il appelle Abdoulaye Wade pour le féliciter. Lui dire, je vous adresse mes félicitations. J'ai fixé la date de la passation de service tel jour, à telle heure.
et je vous attends au palais. Mais là, nous sommes au Sénégal. Est-ce que ça peut se... C'était au Sénégal. Comme celui-là peut se produire et c'était en 2000. 2000, oui. Il y a 25 ans. Tout à fait. Que Abdou Diouf est parti. Quand on lui a signifié que les titres, les chiffres de l'ONEL indiquent que il a perdu l'élection. Oui. Il dit, OK, j'ai entendu, je prends acte. Et après, il appelle Wade. Il lui dit, je vous adresse mes félicitations. Donc, on va se retrouver tel jour à telle heure pour la passation de service. Vous sous-entendez quoi par là? Que le président peut appeler Issa Chiroma. Si on lui a donné tous ces décomptes que nous, on a vus, ce matin, il pouvait appeler Issa Chiroma, lui dire félicitations, je fixe tel jour pour la passation de service. Vous êtes le président élu. Voilà. Mais Biya ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour dire que si le président tient à plonger l'arbitre des élections, celui qui proclame les élections, dans la fraude, et que eux, ils acceptent de prendre sur eux cette honte-là, ben, le peuple, un jour, leur en tiendra rigueur. Je crois que s'ils sont intelligents, si Clément Ntangana est intelligent, il faut qu'il rassemble le Conseil constitutionnel et leur dire, on a vu les images, ce n'est pas possible, le président a perdu. Et il faut qu'on aille dans le sens de l'histoire. Parce que le peuple tourne la page et vous vous dites que le peuple ne va pas tourner la page, vous vous asseyez sur la volonté du peuple. Un jour, vous le paierez très cher. Si jamais on arrive justement au contentieux post-électoral, comme vous le dites, est-ce que on peut s'attendre à ce que si ce schéma-là se présentait... Non, ils vont administrer des preuves, Thierry. Oui, maintenant les preuves, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Issa Chiroma Bakary vienne avec les preuves, c'est-à-dire des PV signés de l'ECAM? Ce sont ces PV-là qui feront foi. On va voir. Mais le peuple a déjà été témoin du fait que Issa a écrasé le candidat du RDPC. Le peuple est témoin. Et qu'on dise aujourd'hui, non, tu n'avais pas tel PV, tu n'avais pas tel autre. Et ce raz de marée là, on en fait quoi? Ou parfois, Biya avait 2 voix. Quand Chiroma avait 245 voix. On va faire quoi de ça? Vous avez vu que toute l'opposition a été écrabouillée. C'est-à-dire, de temps en temps, Cabral Libi, une voix ici et tout. Le duel, c'était entre Biya et Chiroma. Et dans le duel Biya-Chiroma, Chiroma a écrasé Biya. Donc, ces données-là pèsent plus que est-ce que tel PV est arrivé à temps ou tel autre n'est pas arrivé à temps. Non, le peuple a vu en direct. On a interdit aux chaînes de télévision de faire une soirée électorale en bonne et due forme, avec des débats. Comme ça se passe ailleurs. Comme ça se passe ailleurs. Mais on a refusé ça parce que Moulinex est en train de matraquer. Moulinex n'a pas le droit, s'il est un citoyen, je le mets en garde. Ce n'est pas son rôle. Si c'est Issa qui est en train de gagner, qui se mette dans un coin, qui dise au président, la victoire était tellement... l'écart était tellement grand que je ne peux pas le malmener. Le fait même de dire que, oui, tu as dit que tu vas te réfugier chez toi à Garoua. Est-ce que tu as des portes blindées là-bas? Pour dire qu'on va venir t'attraper dans ton lit. C'est quel pays ça? C'est encore la République? Alors que Biya fasse comme un homme d'État, comme son ami Abdou Diouf a fait. C'est ça qu'on attend de lui, d'un homme d'État. Maintenant, une autre question justement pour la suite de cet entretien avec Madame Henriette Ekwe. Il y a des acteurs politiques qui félicitent déjà Issa Chiroma Bakary, parmi lesquels vous-même. Ils ont raison. Et on a eu l'un des candidats également à cette élection présidentielle, Ateki Seta Caxton, qui a félicité également Issa Chiroma Bakary. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres opposants
être candidat à cette élection-là puisse également aller vers ils auraient dû. Parce que tout le monde a vu les images. Ils auraient dû. Ils ont vu comment eux-mêmes avaient des petits 2%, des petits... Ce n'est même pas 2%, c'est une voix. Parfois, vous allez dans un grand centre, on est en train de faire le dépouillement. La bagarre, c'était Issa et l'autre. Tous les autres ont disparu. Les autres ont disparu. Les Cabral Libye, de temps en temps, une voix. Les Joshua aussi. C'était maintenant le duel, deux titans, face à face. Mais dans les deux titans, là, l'autre était carrément mort. Donc, on a vu ça. On a vu ça. On ne peut pas refaire. Est-ce qu'ils vont donc mettre leur gars? Parce qu'on a souvent étiqueté ces opposants comme étant des gens un peu de leur personne, qui ne pensent qu'à eux. Est-ce que finalement, ils peuvent se dire, on s'est même peut-être trompé en ayant abandonné, c'est-à-dire le candidat du peuple. Est-ce qu'ils peuvent sortir, faire une déclaration? Ils pouvaient avoir le sursaut. À vous, où ils déclarent peut-être une victoire de Issa Chirwa Bakary. Non, non, ils ne peuvent pas. Grouper, non. Ils n'ont jamais été... Ah, je veux dire chacun, hein, individuellement. Oui. Mais chacun pouvait appeler Issa pour lui dire que vraiment, je vous félicite, puisque vous étiez en concurrence. Et qu'on a vu sur les tableaux que toute l'opposition là a disparu totalement. Toutes les voix allaient chez Issa. Et de temps en temps, une voix au RDPC, peut-être 10 voix, quand Issa est à 140, 150 voix. Donc ça, c'était pas sorcier. Tout le monde est resté devant son TikTok toute la nuit pour voir ce qui se passait. Et on a vu, sans compter les gens qui appelaient, j'ai des amis qui étaient à Lubaba, il y en a d'autres qui étaient à Bonaberi, qui ont dit que Issa a tout écrasé, etc. On n'a pas inventé ça. Voilà. Donc, il faut que je recommande au Conseil constitutionnel d'entrer définitivement dans l'histoire. Le peuple camerounais a voulu tourner la page. Dire 43 ans, ça suffit. Il faut que le Conseil constitutionnel suive le peuple dans sa volonté de tourner la page. S'il résiste pour dire que vous avez voté comme ça, tant pis pour vous, nous on va fabriquer autre chose, un jour ils le paieront cher, très cher, parce qu'ils vont finir dans les poubelles de l'histoire. Ils ne pourraient plus jamais regarder le peuple en face. Jamais plus. Voilà, on va sortir définitivement de cet entretien avec une dernière question, justement liée à l'organisation même du scrutin présidentiel. On a observé beaucoup d'irrégularités. Vous avez parlé de fraudes, justement, des fraudes d'ailleurs qui ont été dénoncées à travers les médias sociaux. On a vu des images où des gens ont été pris la main dans le sac. Lors de nos investigations, on a constaté qu'il y avait des gens qui ne retrouvaient pas leur bureau de vote. Bien sûr. Donc, on dénonçait le fait que les noms inscrits justement au niveau de l'entrée des bureaux de vote ne respectaient pas l'ordre alphabétique. Il y en avait qui finalement sont découragés et ont abandonné, n'ont pas voté. C'est fait exprès. Vous savez, au début, lors des différents scrutins, on disait toujours il y a une irrégularité. Qu'est-ce que le président disait quand il sortait de sa salle, de son bureau de vote? Il disait oui, mais on est en train d'apprendre, ça va s'améliorer. Sauf que c'est des techniques de fraude qui ont été rodées. Et quand le ELECAM a vu qu'il y a eu des inscriptions massives sur les listes électorales, ils vont trouver un moyen. L'embrouille. L'embrouille, ça a toujours été la tactique du RDPC. Il ne faut pas oublier que tous les gars de l'ECAM sont des militants du RDPC. C'est pour ça que j'ai refusé d'entrer à l'ECAM, parce que j'ai dit que l'ECAM, c'est un comité de base du RDPC. Ah bon? Mais bien sûr, ils travaillent pour la victoire du RDPC et jamais pour l'opposition. Donc, si on est à 41 ans, ou que je ne sais pas combien d'années, sans possibilité d'alternative, c'est parce que les acteurs électoraux sont tous
des agents du RDPC, du RDPC. C'est pour ça qu'on parle d'alternance. Et ils s'en accommodent bien parce qu'on leur donne des grades en fonction de la tricherie qu'ils organisent chaque année. Et la première des tricheries, c'est de mettre de l'embrouille dans la tête des citoyens. Tu te paies, tu ne sais plus. On t'avait dit que c'est ici. Maintenant, tu ne vois plus ton nom. Te voilà paniqué. Tu cherches. Il n'y a personne pour venir vous orienter. Il n'y a plus personne pour vous orienter. Et à la fin, vous vous découragez. Je vais vous dire, en 2002, pendant que les gens cherchaient à la mairie de Douala 2e, les cartes, il y avait tout un lot de cartes. Les gars qui cherchent, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les femmes du marché et les commerçants. On leur a dit, bon, il vaut mieux que vous vous inscriviez ici à la mairie de Douala 2e parce que avec ça, vous serez près de votre commerce, vous pouvez venir voter et tout. Quand on a pris tous ces noms, on a établi les cartes. On a pris les cartes, on a envoyé à Loum. Donc, pendant que les gens cherchaient, je te parle de 2002, hein, pendant que les gens cherchaient, mais je ne vois pas ma carte, hein, on t'appelle. On te dit, moi je suis à Loum, je vois ta carte ici. Qu'est-ce que ma carte fait à Loum? Et là, c'était des cartes qui étaient venues d'ailleurs. Donc, ça, c'est une des techniques d'embrouille du RDPC chaque fois qu'il y a des élections. Il faut désorienter le peuple, il faut désorienter le citoyen pour qu'il renonce à son droit de vote. C'est une technique qui a été huilée par le RDPC et l'administration. Mais est-ce que les partis politiques ont suffisamment tiré les leçons de ces manœuvres-là? Parce que sur le terrain, par exemple, il y a ce qu'on a pu observer, il y avait certains bureaux de vote où les scrutateurs n'étaient pas présents. Scrutateurs des partis politiques de l'opposition. C'est vrai. Est-ce un problème de moyens? Est-ce que il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation? Non, c'est pas qu'il y a de sensibilisation. Le vote coûte cher. Tu comprends? Le vote est censitaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'argent ne se présentent pas. Donc, si tu veux être candidat, il faut que tu sois multimillionnaire. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un discours politique aux Américains en fonction des intérêts des Camerounais qui sont écrasés par le néocolonialisme. Quand j'ai fait ce discours, tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Et Hillary Clinton m'a appelé dans son bureau en tête-à-tête. Elle m'a dit, pourquoi tu ne te présentes pas? On est là. Je lui dis, oui, mais je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas me lancer dans une élection où il faut des millions. Donc, je voulais en venir à ce que on ne peut pas avoir des scrutateurs partout. Sinon, il te faut des milliards. Tu ne les as pas. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les opposants disaient se mettre ensemble, non? Oui, on peut. Donc, ce qui est important aussi, c'est que le gouvernement aussi fasse son travail pour sécuriser le vote de ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des scrutateurs. Parce que c'est pas parce que j'ai pas de scrutateur qu'on va m'arracher mon vote. Si tu es l'État neutre, tu dois garantir mon petit vote. Tu comprends? Donc, il ne faut pas s'en prendre aux partis politiques. Ils n'ont pas les moyens. Si tu comptes donc les, combien? 31 000. 31 464 bureaux de vote. Bureaux de vote. Tu vas trouver l'argent où? Tu vas trouver cet argent où? Déjà d'ici, tu ne peux pas arriver à Moulundu. Donc, tu te contentes de là où il y a une proximité. Et qui est aussi accessible parce qu'il y a des bureaux de vote. D'après l'information qu'on a eue, qui ne sont même pas connus. Hein. Voilà. Et maintenant, il y a aussi la fraude qui est organisée par le parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'on soustrait quelques-unes des bureaux de vote qu'on met dans des maisons. Et quand les bureaux de vote sont dans des maisons, ça veut dire qu'on a tout le loisir de les bourrer. À ce moment-là, il faut être présent pour intercepter ces urnes qui sortent des maisons privées et faire tout un bruit pour que ces urnes n'aillent pas dans le décompte officiel.
Voilà, il y a plusieurs moyens de torturer l'opposition. L'opposition n'a pas de moyens. Par exemple, si quelqu'un vient me dire Henriette, vraiment, on souhaiterait que tu sois candidate, je vais dire, bon, vous avez quel argent? Parce que moi, je veux battre campagne sur tout l'étendue du territoire. Je veux aller à Mouloundou, je veux aller à Mukolo. Je n'ai pas d'argent. Je vais battre campagne avec quoi? Voilà. Voilà qui est bien dit, mesdames, messieurs. C'est ici que prend fin cet entretien spécial avec Madame Henriette Ekwe. Prenez justement rendez-vous toujours sur cette chaîne pour écouter le point de vue, les différents points de vue de Madame Henriette Ekwe, qui nous fait l'honneur justement de nous éclairer la lanterne sur les questions d'actualité. Et nous sommes encore en plein cœur de cette présidentielle. Tout à fait. On en parlera encore tout au long de la semaine. Merci justement et à très bientôt sur notre chaîne.